Bonsoir et bienvenue dans Soir 3. L'histoire a du bon, elle permet parfois de dépasser les difficultés du moment et de revenir aux fondamentaux. En l'occurrence, aux relations privilégiées entre l'Allemagne et la France, 50 ans après la réconciliation entre les deux pays. Un anniversaire que François Hollande et Angela Merkel ont marqué aujourd'hui à Reims. Nous allons y revenir. Et puis, à la veille de la conférence sociale où il sera question d'emploi, je reçois ce soir Édouard Martin, l'une des figures de la mobilisation des ArcelorMittal. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Dans l'actualité, un nouveau patron pour les joueurs de l'équipe de France de football. Didier Deschamps, le nouveau sélectionneur, dira dès demain comment il entend remettre les Bleus dans le jeu. Après la nouvelle fusillade devant une discothèque dans le Nord qui a fait 10 blessés, les patrons de boîtes de nuit demandent que des mesures soient prises pour éviter d'autres attaques. Et puis nous suivrons l'aventure musicale de Français et de Marocains qui ont fait le pari de mixer leur musique. La techno pour les uns, la musique traditionnelle pour les autres. On verra ce que ça donne. Ça n'a pas traîné. Laurent Blanc à peine parti, Didier Deschamps le remplace à la tête de l'équipe de France de football. La décision définitive a été prise ce soir, après plusieurs jours de discussion quand même. Le nouveau sélectionneur, réputé pour être quelqu'un de déterminé et très attendu, il devra remettre les Bleus sur pied. Mathieu Méranville nous en dit plus. Didier Deschamps et Laurent Blanc, deux destins qui se croisent depuis plus de 20 ans chez les Bleus. L'un part Blanc, l'autre arrive Deschamps. Ça me fait déjà plaisir à chaque fois qu'on se croise. La signature du contrat sera officialisée demain après-midi. La fin d'un feuilleton d'une semaine, après la démission de Laurent Blanc, suite à l'euro désastreux des tricolores. Voilà, merci, au revoir. Le nom de Deschamps est alors sur toutes les lèvres. Il vient de quitter son poste d'entraîneur de l'OM. Deschamps se tient en réserve de la République. Les premiers contacts avec Noël Le Graët, le président de la fédération, achoppent. Mais les négociations ont fini par porter leurs fruits. La première réaction, c'est que le forcing qui a été fait par le président de la fédération a fini par payer. Et puis, il a choisi un nom. Il a choisi quelqu'un qui a une expérience et qui est relativement jeune. Il a la jeunesse pour lui et il a l'expérience en même temps. C'est assez rare. Avec ses 103 sélections, il a tout gagné. Champion du monde et d'Europe. Ensuite, il entraînera la Juventus, Monaco et l'OM. Une suite de carrière logique. Car chez les Bleus, le capitaine Deschamps passait déjà pour un entraîneur bis. Son prochain objectif, le mondial brésilien. Il a 2 ans pour cela. Il y avait 2 ans pour Laurent Blanc. 2 ans plus 2 ans, c'est 4 ans de préparation d'une équipe. Ça peut se faire. À 43 ans, le Basque, au fort caractère, a une mission principale, remettre de l'ordre dans la Maison Bleue, après les écarts des joueurs lors de l'Euro. À une semaine d'intervalle, une discothèque a été une nouvelle fois le théâtre d'une attaque. La nuit dernière, près de Cambrai, un homme a ouvert le feu avec un fusil de chasse, blessant une dizaine de personnes. Effet de mimétisme avec ce qui s'est passé quelques jours avant à Lille. L'enquête le dira. Les faits avec Peggy Moget. Devant la discothèque Le Vamos, les employés sont hagards, encore choqués. Au sol et sur la façade, les traces des tirs qui ont semé la panique ici au petit matin. Tout serait parti d'une dispute à l'intérieur de la boîte de nuit. Il est 4h30, l'un des clients est mis à la porte par les videurs. Énervé, l'homme décide de se venger. Il y a une personne qui a dit bah, il revient avec un fusil. Et moi j'ai fermé la porte du vestiaire et là j'ai entendu une détonation. Je me suis dit je suis touché parce que ça m'a brûlé. Et puis une deuxième détonation. Alors tout le monde planqué et puis je crois qu'il a tiré 4 fois. Au total, 10 personnes ont été légèrement touchées. Très vite, le suspect est identifié et interpellé chez lui en fin de matinée par le GIGN. L'homme est déjà connu de la justice. Il a été condamné en 2004 pour des faits de violence avec arme, pour laquelle il a été condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis avec mise à l'épreuve pendant 18 mois, pour des faits donc, de violence avec arme, port d'armes et dégradation grave du bien d'autrui. Pour les professionnels de la nuit, cette nouvelle fusillade aurait pu être évitée. La justice n'utilise pas assez une arme qui existe dans l'arsenal juridique français, qui est le fait d'interdire de débit de boisson toute personne contrevenante ou tout délinquant, assorti de peines complémentaires si jamais il contrevenait à cette disposition, ce serait quelque chose de nature à dissuader. Ce soir, le tireur présumé est toujours en garde à vue pour tentative d'assassinat. Sa compagne ainsi qu'un autre homme ont aussi été arrêtés, suspectés de l'avoir aidé dans sa fuite. Et à Lille, donc, où un vigile et une employée avaient été tués par des tirs de Kalachnikov la semaine dernière, une marche blanche en présence de la famille de la jeune femme a eu lieu cet après-midi. Le tueur présumé et l'homme avec qui il avait pris la fuite ont été arrêtés avant-hier en Espagne. Ils devraient être amenés en France dans le courant de la semaine.
Loin, bien loin des sommets européens, François Hollande et Angela Merkel se sont retrouvés aujourd'hui à Reims, là où il y a 50 ans, leurs prédécesseurs avaient scellé la réconciliation franco-allemande. Tous les deux ont d'ailleurs appelé à un renforcement des relations entre les deux pays. Une journée qu'ont suivi Pascal Verdeau et Tahar Nasri. Ce que le ciel a donné à nos peuples, nous devons le cultiver avec respect et gratitude. 50 ans après, la petite phrase d'Adenauer était ce matin dans le cœur des Rémois. Et sur le parvis de la cathédrale de Reims, cathédrale martyre bombardée en 1914, Angela Merkel et François Hollande célèbrent à leur tour l'amitié franco-allemande. Petit mot de bienvenue de la part de l'archevêque, puis instant de recueillement lors de la passion de Jean-Sébastien Bach. À l'extérieur, la foule est à l'unisson. Il y a 50 ans, j'étais déjà là et qu'à ce moment-là, ça n'était pas si évident que ça. Et que maintenant, je pense que c'est très bien de vouloir affirmer à nouveau cette réconciliation pour l'avenir de l'Europe surtout. Connivence affichée, relation incontournable, dira la chancelière. Et en écho, François Hollande propose d'ouvrir de nouvelles portes. Aujourd'hui, l'enjeu pour l'Europe, ce n'est plus sa reconstruction, c'est la transition. Transition industrielle, transition écologique, transition énergétique. Voilà ce que nous avons à préparer ensemble. Notre chance, c'est d'être unis, conclura sobrement Angela Merkel, avant de se livrer à un dernier bain de foule avec le président français. Et même si ces dernières semaines, François Hollande et Angela Merkel ont pu avoir des divergences sur la gestion de la crise en Europe, le président français a voulu écarter toute idée de mésentente. Nous avons de bonnes relations, nous n'avons pas besoin de forcer, a-t-il dit aujourd'hui. Nous retrouvons en direct de Bruxelles Pascal Verdeau. Bonsoir Pascal. François Hollande et Angela Merkel côte à côte, donc pour célébrer l'amitié franco-allemande. Ça contraste quand même avec les sommets de ces derniers temps où il y a eu des tensions parfois. Oui, tout à fait, Francis. Je dirais que le ciel était finalement lourd de nuages, mais l'ambiance était cordiale. Alors, cela dit, au-delà des grands discours, au-delà des grands messes comme ce matin en la cathédrale de Reims, au-delà finalement du rituel toujours un peu convenu du franco-allemand, eh bien, le principe de réalité aujourd'hui était de retour. Pas d'accord européen, sans accord franco-allemand. Alors certes, vous le savez, François Hollande veut rééquilibrer la relation, l'ouvrir à d'autres partenaires. On l'a vu récemment avec l'Italie et l'Espagne. Il n'empêche, l'Allemagne qui est redevenue une grande puissance politique, souvenez-vous, sous De Gaulle, on parlait de nain politique, et désormais, Angela Merkel l'a répété, incontournable. La chancelière d'ailleurs qui a fait un geste vis-à-vis des Français en affirmant que la relation avec la France n'était pas exclusive. Alors bien sûr, le lien personnel pour le moment reste tenu. Entre De Gaulle et Adenauer, c'était une véritable amitié. Entre Hollande et Merkel, on se cherche encore un peu. Relation franche, affirme le président français, mais qui permet déjà de bâtir des compromis. Merci beaucoup Pascal d'avoir été avec nous ce soir en direct de Bruxelles. Un acte de vandalisme pur, sans aucun lien a priori avec quelque mouvement que ce soit. Une quarantaine de tombes ont été profanées dans la nuit de vendredi à samedi dans le cimetière militaire de Saint-Étienne à Arnes, dans les Ardennes. Cet après-midi, des habitants sont venus se recueillir sur les lieux pour exprimer leur soutien et leur colère aussi. Ce sont des images maintenant terribles qui ont déjà fait le tour du monde, sur Internet notamment, celle d'une femme afghane exécutée sur la place publique d'un village parce qu'elle était soupçonnée d'adultère. Des séquences terribles, je vous l'ai dit, qui montrent le sort qui peut être réservé aux femmes en Afghanistan dans les zones contrôlées par les talibans. Commentaire, Jérémy Armand. C'est une scène à laquelle assistent tous les hommes du village. En contrebas, accroupie, dos à la foule, une femme attend sa sentence. On l'accuse d'avoir trompé son mari et lors de cette parodie de procès, un juge taliban la condamne à mort. Au cri de Dieu est grand, son bourreau s'exécute. L'homme s'acharne sur sa victime. Une dizaine de balles sont tirées. Une exécution publique filmée et présentée comme conforme à la charia que souhaitent imposer ces talibans. Mais en Afghanistan, ces images ont révolté ceux qui se battent pour le droit des femmes. C'est très choquant. On doit appliquer une tolérance zéro vis-à-vis de ce genre d'actes et du silence du gouvernement. Et si le gouvernement a condamné cette exécution,
Cette vidéo montre qu'après 10 ans de présence internationale, les talibans continuent de dicter leurs lois dans le pays. En Libye maintenant, les résultats officiels des élections législatives d'hier sont attendus pour mardi. 60% des électeurs ont participé au scrutin, le premier depuis 40 ans. L'Alliance des forces nationales, qui réunit une quarantaine de petits partis politiques qui défendent l'esprit de la révolte de 2011, serait en tête à Tripoli et à Benghazi, une avance qui pourrait donner un avantage définitif face au parti de la justice et de la construction qui, lui, est proche des frères musulmans. Bonsoir Memouna Interman, vous venez de sortir de votre avion, vous rentrez de Tripoli. Merci d'être avec nous d'abord. Est-ce que ces tendances peuvent se vérifier ou faut-il les prendre avec précaution? Je vais vous répondre, mais oui, ces images d'Afghanistan. J'ai posé la question aux Libyens, est-ce que vous voulez l'Afghanistan ou pas? C'est justement ce dont ils ne veulent pas. Et d'une certaine façon, ces résultats, c'est facile de dire ce soir, eh bien oui, c'était possible de les prévoir. Non, jusqu'à hier, tout le monde pensait que les frères musulmans arriveraient en tête. Vu l'état des mentalités, vu que ce pays est resté extrêmement fermé, mais en même temps, l'enthousiasme absolument impressionnant que nous avons vu pouvait laisser imaginer qu'une fois tout seul dans l'isoloir, les gens allaient saisir leur chance. Il faut attendre quand même les résultats définitifs. Bien entendu. Mais là, ce sont des tendances quand même qui s'affirment. D'autant plus que Benghazi, la grande ville de l'Est, là d'où est partie la révolution, et Tripoli, ça représente à peu près la moitié du corps électoral. Donc c'est déjà une belle avance, effectivement. Si ces résultats se confirment, donc en faveur de la coalition pro-révolte 2011, pour faire simple, pour le comprendre ici... Oui, les gens libéraux, disons. Hein. Voilà. Ils disent pas laïque, c'est un gros mot. Ouais. Mais ils voudraient quand même être progressistes. Ça voudrait dire que la Libye serait l'exception par rapport à ce qui s'est passé en Tunisie ou en Égypte, par exemple, où les musulmans ont pris le pouvoir. Oui, de toute façon, ce sont des musulmans au pouvoir. Mais disons que ce qu'on appelle les islamistes ont eu le vent en poupe et ils sont arrivés installés au pouvoir en Tunisie et en Égypte. Et il se trouve qu'en Libye, les frères musulmans ont été beaucoup moins organisés, beaucoup moins structurés. Ils n'ont pas eu le temps, par exemple, de faire toutes ces actions caritatives qu'ils ont menées dans les pays voisins. Les gens en Libye n'aiment pas trop non plus l'Égypte. Ça représente les travailleurs immigrés, donc il y a un peu un instinct comme cela de supériorité. Et puis, encore une fois, les gens veulent avancer et ils se disent que la liberté, il faut la saisir maintenant. Donc on verra, il faut rester prudent, mais c'est quand même surprenant. Merci beaucoup, en tout cas, Memouna, d'être venue sur ce plateau, juste de retour de Tripoli. Merci beaucoup. La colère enfle en Russie après les inondations qui ont entraîné la mort de plus de 170 personnes dans le sud-ouest du pays, en particulier dans la ville de Krimsk. Des crues entraînées par des pluies torrentielles, mais les habitants dénoncent des failles dans le système d'alerte. Vladimir Poutine a d'ailleurs demandé l'ouverture d'une enquête. L'emploi, plus que jamais, priorité du gouvernement après l'annonce en série de plans sociaux. Et bien sûr, il en sera question à partir de demain lors de la conférence sociale qui va réunir pendant 2 jours patronat, syndicats et ministres pour tenter de trouver de nouvelles solutions et de mettre tout le monde d'accord. Les enjeux avec Lila Bellini. Sanofi, ArcelorMittal, Continental et beaucoup d'autres entreprises françaises qui subissent des plans sociaux. À l'image du site d'Aulnay-sous-Bois de PSA Peugeot Citroën, qui risque la fermeture, donc des suppressions d'emplois. C'est dans ce contexte que se tiendra la conférence sociale voulue par François Hollande. L'enjeu est de taille, l'emploi. Nous ne laisserons pas tomber l'industrie automobile française. Nous avons confiance dans PSA et nous voulons qu'on trouve les solutions les plus équilibrées, en même temps respectueuses de l'emploi, parce que ces emplois-là sont des emplois très importants pour le pays. Et puis enfin, il y aura un plan pour l'industrie automobile. François Hollande doit faire face à une avalanche de plans sociaux qui s'abat sur les salariés depuis qu'il est élu. L'ancien ministre du Travail, lui, se défend de n'avoir jamais rien caché de ce problème des plans sociaux. Continental, ça arrive aujourd'hui, c'est arrivé voilà quelques mois. Photowatt, c'est d'aujourd'hui, c'est arrivé voilà aussi quelques mois. Il n'y a pas des dossiers, notamment le Jabi, ça arrive aujourd'hui? Non, c'était voilà quelques mois. Quand vous avez une crise sans précédent, en France comme ailleurs, il y a régulièrement, hélas, des plans sociaux. Vous voulez dire quoi? Qu'on les a cachés sous le tapis? Autre sujet sur la table ronde demain, et non des moindres, la lutte contre le chômage. 9,6%, soit 2,7 millions de personnes. Demain, le président de la République et plusieurs ministres vont devoir se pencher sur la question. Ils seront entourés de plus de 200 représentants syndicaux et patronaux. Un dialogue social salué par Laurence Parisot, la patronne des patrons. Ce dialogue social, il marche, il est même fructueux. Nous n'avons jamais autant signé d'accords qu'au cours de la période récente. Les entreprises françaises attendent beaucoup de cette conférence sociale. Notamment ArcelorMittal, devenu le symbole de la fronde sociale qui a émaillé la campagne présidentielle. En France, entre 50 000 et 80 000 emplois seraient menacés.
Édouard Martin, merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes responsable CFDT ArcelorMittal à Florange. Cette conférence sociale annoncée pour demain et après-demain, vous en attendez quoi? La relance d'un dialogue social, comme dit Laurence Parisot? Surtout pour nous, le début d'un dialogue social, parce que quand j'entends la patronne du MEDEF dire que le dialogue social est très riche en France, à mon avis, il faudrait qu'elle mette le nez à sa fenêtre, parce que nous, ça fait 5 mois, nous sommes sur le piquet de grève, on n'a personne face à nous pour dialoguer. Donc, le lancement du dialogue social et enfin peut-être une ligne, une voie à suivre pour sortir enfin de ce tunnel où nous sommes enfermés maintenant depuis de longs mois. Avant de revenir à votre situation, on voit que les plans sociaux s'accumulent en France depuis quelques mois et particulièrement depuis quelques semaines. Est-ce que vous ne craignez pas d'être oublié et noyé dans la masse de ces plans sociaux, qu'ArcelorMittal ne soit qu'un dossier parmi d'autres maintenant? Bien sûr, c'est une crainte que nous avons, et d'ailleurs c'est pour ça que nous maintenons la pression. Nous avons encore fait des actions la semaine dernière, pas plus tard qu'avant-hier au Tour de France, où on s'est montré, on a montré que, parce que nous avons été aussi l'enjeu des élections présidentielles, tous les candidats sont venus nous voir, François Hollande est venu nous voir aussi, en tête, en premier, et donc il ne faudrait pas maintenant que les élections passées, on passe dans les oubliettes. Et nous, on va montrer qu'on est encore là, et bien là. Justement, François Hollande, vous l'interpellez, vous attendez là des suites concrètes, vous attendez quoi de lui? On attend tout simplement qu'il mette en pratique ce qu'il nous a promis lorsqu'il était venu nous voir, c'est-à-dire une loi qui permettrait de nous sortir des griffes de M. Mittal, parce que lui n'a qu'un objectif, qu'un seul objectif, c'est d'avoir notre pot, de fermer l'usine. Et nous, ArcelorMittal Florange, il est hors de question de nous laisser faire, et il est hors de question que Mittal tire un trait sur Florange. Vous craignez un mauvais coup pendant l'été? Bien sûr, on craint un plan social. Est-ce que ça va être juillet, est-ce que ça va être août? Mais vous avez des informations qui vous permettent de dire ça? Il y a des rumeurs qui nous parviennent, où plusieurs centaines d'emplois pourraient être annoncés, supprimés là pendant l'été, et donc ça veut dire que la réponse de Mittal au gouvernement est très simple, c'est de dire circuler, il n'y a rien à voir, et nous, on va être là pour être un rempart aux décisions qui vont être prises. Au moment où beaucoup de Français partent en vacances, quel est votre état d'esprit à vous et à vos collègues qui sont sans travail actuellement? Alors, on est plusieurs milliers quand même à être au chômage depuis maintenant 1 an. C'est pas rien. Donc la crise, c'est pour nous, pas pour Mittal notamment, parce que en plus il a investi dans une tour à Londres qui a payé plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc nous, on est déterminés comme jamais. Et l'été, beaucoup d'entre nous ne prendront pas de congé parce qu'il faut qu'on reste en alerte. Le danger nous guette. Un mot sur cette tour Mittal construite à Londres pour les Jeux Olympiques de Londres qui vont ouvrir dans 3 semaines maintenant, sponsorisée par Lakshmi Mittal. Elle a coûté 25 millions d'euros. Vous en pensez quoi justement, puisque vous en parliez? Justement, pour nous, c'est la tour de la honte. Honte au CIO qui a accepté que M. Mittal et son fils portent la flamme des Jeux Olympiques. Et nous, on l'a baptisé la flamme de la honte, parce que les Jeux Olympiques qui sont normalement censés reprendre le rapprochement des peuples, M. Mittal a supprimé 70 000 emplois. Et donc, honte à Mittal, mais honte au CIO qui a permis ça. Édouard Martin, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau ce soir. Chacun d'entre nous a pu l'observer, ce début d'été est vraiment pourri, il n'y a pas d'autre terme. Météo France le confirme d'ailleurs, il faut remonter à juin 1959 pour trouver un mois aussi pluvieux. Il est tombé 30% de précipitations en plus que la moyenne habituelle. Et de ce point de vue, il n'y a pas de jaloux. Mis à part le sud-est de la France, aucune région n'est épargnée par le mauvais temps. Tour de France signé Mathieu Délinger. Dans ce camping, le soleil est attendu depuis longtemps, mais c'est une star bien capricieuse. En quelques minutes à peine, les bourrasques de vent se chargent de l'éclipser par d'épais nuages. Les vacanciers fuient. Les plus téméraires doivent faire face aux multiples intempéries. C'était complètement déluge. Il y a eu des images de fin du monde. Une pluie phénoménale. Tout s'est écroulé. Les bars se sont cassés la figure. Non, j'étais vraiment parti pour passer un petit peu des week-ends dans le Loiret avec un peu de soleil. Mais je crois que la Bretagne, elle est battue. Il n'y a pas que les Bretons. Mais cette année, le mauvais temps n'a pas fait de jaloux. Dans le sud aussi, plages et terrasses restent désespérément vides, comme ce camping où seulement 25% des emplacements sont occupés, même si les touristes restent optimistes. On est arrivé sous la pluie tout le long de la route. De toute façon, on est en vacances, on profitera d'autre chose et puis voilà. Les commerçants, eux, font grise mine. On a une station idéale. Il nous manque simplement 2 choses essentielles pour notre commerce et pour la vie de tous les jours ici. C'est 1, le soleil, et 2, les clients. Et plus au nord, pour trouver le réconfort, les balades se font en amoureux. De mémoire de Normand, on n'avait pas vu ça depuis très longtemps. Ça fait 32 ans que je navigue. Je crois que c'est la première fois que je vois ça. J'ai jamais vu ça, un temps comme ça, durer aussi longtemps, aussi mauvais. Et ça va encore durer car pour revoir le soleil, il faudra au moins attendre la fin de semaine prochaine.
Eh bien, pour changer d'air, nous allons partir maintenant sous le soleil du Maroc et découvrir un projet artistique porté par des Français et des Marocains. Ils ont mixé du rap, de la musique électronique au rythme traditionnel. Vous voyez ce que ça donne avec ce reportage à Marrakech de Nathalie Ether et Nathalie Berthier. Il y a encore 2 mois, ces 7-là ne se connaissaient pas. D'un côté, 3 musiciens français, tendance électro-rock. De l'autre, 3 musiciens marocains, tradition gnaoui, au milieu commis, rappeurs natifs de Marrakech. Soyez bienvenus chez moi, tu vois, à Marrakech, et ça fait vraiment plaisir. Parce que le public marrakchi, ils sont chauds, tu vois, ils aiment bien la musique, surtout quand un groupe il vient de l'étranger, ils aimeraient bien découvrir d'autres choses, et ça c'est vraiment génial. Mix Up Maroc, ou la rencontre entre 2 mondes. Depuis maintenant 3 ans, le groupe marseillais Nasser explore l'univers électro-rock, une musique rythmique futuriste, portée par la technologie. Aux antipodes, Hassan Boussou, né à Casablanca, éduqué artistiquement dans la plus pure tradition gnaoui. Autrement dit, une musique ancestrale. Rien ne les prédestinait à se rencontrer. Et puis le projet Mix Up est né. Premiers ateliers début juin, démarrage des répétitions dans la foulée et des concerts prévus tout l'été. La musique électronique est une musique très carrée, très binaire, où on n'a pas le droit à changer de tempo et tout, parce que tout est là, tout est fait sur les machines, et la musique gnawa est complètement différente, qui est une musique complètement libre. Donc c'est vrai que de confronter les 2 mondes, pour nous, c'était super intéressant. Sans oublier un zeste de rap sur certains titres, du rap marocain sur un rythme électro-gnawa. La recette est improbable et le résultat étonnant. Il y a des points communs dans ce projet-là, c'est la force des mots. Avec le rap, c'est la force de la musique électro, la machine et tout ça, et c'est la force de la musique gnawa qui est la trance en fait. Une grande tournée au Maroc, puis en France, et du projet Mix Up devrait probablement jaillir un album d'ici la fin de l'année. Dans un instant, tout le sport. Bonne fin de soirée, bon été, bonnes vacances si vous avez la chance d'y être. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans quelques semaines. Merci, à bientôt. Découvrez l'info minute par minute sur l'application et le site France TV Info.